Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic qui est très heureux de vous retrouver pour On vous donne la parole sur Studio Qualita comme tous les mercredis. Vous pouvez intervenir sur notre antenne. Pour cela, c'est très simple, il suffit de nous laisser un petit message sur le 050 430 80 20, c'est notre boîte vocale. Vous laissez un message avec votre nom, votre numéro de téléphone et nous vous rappelons pour participer à l'émission. Et ce matin, nous sommes en compagnie de nos auditeurs. Ouri Lévy est le premier d'entre eux. Bonjour Ouri. Bonjour Olivier, Boker Tov. Boker Tov. Très heureux d'être avec vous. D'abord, dites-nous où vous habitez, Ouri. J'habite à Jérusalem. Vous habitez à Jérusalem depuis longtemps en Israël? Ça va bientôt faire 5 ans que j'ai fait l'Alia et que je n'ai pas quitté Jérusalem. Alors, vous voulez nous parler ce matin d'un sujet d'actualité, si je ne me trompe pas. Tout à fait, exactement. En essayant de pas forcément entrer dans le cœur du sujet, mais plutôt dans la forme qui est utilisée pour traiter ce sujet. C'est bien évidemment, je parle de journalisme. Oui. Le journalisme français qu'on aime beaucoup et qu'on salue, je me permets de parler avec cynisme. Entre guillemets, oui. Voilà, surtout quand il s'agit du Moyen-Orient et plus particulièrement d'Israël. Donc, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent sont au courant. Depuis la déclaration du président américain Trump de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël, la région, disons, se réchauffe un petit peu. Oui. Et Libération, le journal Libération, n'a pas manqué l'occasion pour faire des gros titres racoleurs. La semaine dernière, il y a une dizaine de jours, c'était avec cette photo d'une soldate de l'unité des gardes frontières Magav à côté d'un vieillard arabe palestinien qui mettait la main sur son canon. Oui, à Sharm, à la porte de Naplouse, ici à Jérusalem. Exactement, porte de Damas. De Damas. Et dargué en étant pris à partie par I24 entre autres, qu'ils avaient choisi cette photo en signe d'apaisement. Pour eux, ça reflétait l'apaisement de la région. C'est l'explication qu'avait donnée en tout cas une des journalistes de Libération à I24. Exactement. Et on avait tous, je pense, en tout cas beaucoup, pour beaucoup, on avait été étonnés de cette explication. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est une photo d'un article bien plus récent de ce week-end. Photo qu'on va voir aussi, puisque Studio Qualita, une radio qui est regardée, donc on voit en même temps que vous parlez la photo. Donc vous pouvez la commenter si vous voulez. Alors voilà. Donc la photo en question est censée, résumer un peu ce qui se passe ces derniers temps en Israël de manière générale, à Jérusalem et Jérusalem Est de manière plus particulière. On y voit donc un soldat de l'unité des gardes frontières, de l'unité de Magav, frappé au sol un jeune arabe palestinien qui a des béquilles. Donc on peut supposer que le jeune arabe palestinien est donc blessé de par ses béquilles. Il se retrouve au sol et il se fait frapper par un soldat de Magav. Donc la photo est claire. La photo renvoie de la violence. Bien sûr. Violence de la part des Israéliens. Violence de la part des autorités israéliennes. Et si vous voulez, ce qui se passe malheureusement à notre époque, c'est que on va rarement, si vous voulez, la majorité des gens vont pas prendre le temps d'aller lire un article qui fait plus de 10 lignes. Et donc la photo montre de la violence du côté israélien, des autorités israéliennes. C'est montré dans un journal français qui a grande presse, qui est lu par beaucoup de gens. Et donc moi, cette photo, je m'en suis servi pour attaquer le journalisme français sur la responsabilité dont il n'a pas forcément conscience, et ce serait encore plus grave, dont il a pleinement conscience, quant à d'éventuelles retombées antisémites en France. Alors, en fait, ce que vous dites, ce que vous dénoncez, en fait, c'est ce genre de photos qui sont particulièrement violentes,
risque de créer un climat anti-israélien, antisémite en France? Anti-israélien / antisémite. En fait, il y a différents éléments qui découlent de cette photo. Tout d'abord, le fait de se vouloir la représentation et le résumé de ce qui se passe depuis une dizaine de jours dans la région, alors que c'est absolument pas le cas. C'est pas du tout un résumé de ce qui se passe. Je vis à Jérusalem, peut-être que vous aussi. Oui. On n'a pas l'impression que Jérusalem brûle, pour utiliser cette expression. Donc ça, c'est une première chose. Donc en utilisant cette photo comme résumé de la situation à des gens, le lecteur français en l'occurrence, qui ne sait pas ce qui se passe vraiment sur place, c'est une première erreur et une première responsabilité. Donc il y a une ouais. Allez-y, continuez, après on pas de problème. Ensuite, oui, la responsabilité en termes d'éventuelles violences générées en France sur la communauté juive, pour moi, cette responsabilité, elle est claire. Et j'ai aucun doute là-dessus. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la région, pour prendre en exemple le dernier conflit, Tzouk Eitan, bordure protectrice à l'été 2014 entre Israël et Gaza, c'était la même chose. C'était un rapport des faits qui était complètement biaisé, qui était tout à fait partial à charge pour Israël, à décharge totale vis-à-vis du Hamas et des Palestiniens. C'est malheureusement mensonger. Et le fait est que pas que en France, dans le monde de manière générale, la communauté juive va être associée de facto directement, sans réflexion, à Israël, au régime actuel, à l'armée, à la police, etc., etc. Et c'est pour ça que je pense que ces photos sont très dangereuses, parce que on va croire que, un lecteur pas averti, et c'est le cas de beaucoup, va se dire que le premier juif qui va croiser dans la rue en France est responsable de la déclaration de Trump, et ça risque de créer malheureusement des situations difficiles. C'est dangereux. Donc, d'après vous, ce genre de presse est dangereuse. Est-ce que vous avez une réponse, savoir pourquoi justement la presse, en particulier la presse en France, a toujours ce pris à partie de montrer un peu toujours les mêmes photos, les photos de violence, les photos de Palestiniens qui sont battus par les Israéliens, alors qu'il y a aussi des violences du côté palestinien avec des jets de pierre, etc. Tout à fait, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas. Alors, ce serait tout à fait présomptueux de ma part de penser que j'ai une réponse. Je pense pas avoir de réponse à ça parce que je pense que c'est un débat qui peut être profond. Malheureusement, le buzz, c'est ce qui est recherché. Donc on va chercher la photo scandale du policier ou du soldat israélien qui va être violent à l'encontre d'un arabe israélien ou d'un palestinien. Pourquoi ce buzz est recherché plus que dans le sens contraire? Je ne sais pas. Je sais juste que il n'y a pas vraiment d'explication. Il n'y a pas d'explication. Et si on commence à chercher l'explication, on risque de se tromper. Je sais juste que dès qu'il se passe la moindre chose dans la région, les radios et les télés du monde entier affluent et ils sont dans l'attente du moindre faux geste du soldat ou du policier pour le prendre en photo, réduire la photo et ne montrer que l'angle qu'ils veulent. Ouais. Je vais vous poser une question pour terminer qui risque... il faudrait plusieurs heures pour y répondre et je vais vous demander d'y répondre en quelques secondes. Est-ce qu'on peut se battre? Israël fait beaucoup de choses justement dans le domaine de la hasbara, de l'explication. Est-ce qu'on peut se battre contre ce genre de médias? Eh bien, je pense malheureusement que non. J'ai encore pas mal de discussions à ce sujet ces derniers jours avec beaucoup d'amis justement à cause de ce qui se passe. Et je pense malheureusement que non. On est quand je dis on, c'est Israël, de manière malheureusement plus large la communauté juive. Dès qu'on a une période comme ça, on est pris à partie, on est souvent attaqué et on nous demande d'expliquer. Et il y a un moment où malheureusement les explications, on se rend compte qu'elles ne servent à rien et que ça en devient fatigant de toujours devoir se justifier. Si je peux juste ajouter quelque chose. Oui. La photo, c'est une chose. J'ai pris quelques minutes pour lire tout l'article qui accompagne la photo. Et ça a l'air très neutre en lecture de surface, mais en fait, les mots utilisés sont très, très, très orientés. On va parler de manifestant qui a poignardé
un policier de garde-frontière près de Ramallah, un manifestant qui poignarde, ça aurait peut-être été plus juste de dire, par exemple, un terroriste qui poignarde. Mais bon, c'est des mots. Tout le jeu se fait dans les mots. On s'en rend pas forcément compte, quand on lit rapidement l'article. Quand on s'attarde sur les mots, tout est choisi. Et c'est malheureux. Et une dernière chose que j'ai apprise hier après avoir fait ma publication, c'est que apparemment, on croit ou pas, apparemment les journalistes, les rédacteurs n'ont aucun choix sur la photo qui accompagne l'article. D'accord. Bon, peut-être. Voilà. En tout cas, merci. Vous pouvez nous dire dans quoi vous travaillez ou c'est indiscret ? Non, je peux le dire dans les grandes lignes. Je travaille dans la communication politique sur les réseaux sociaux. Ah ben voilà. Voilà. Très bien, voilà. Laurie. Merci beaucoup en tout cas Merci de beaucoup, cette Olivier. intervention très intéressante. Bonne journée à vous. Je vous remercie, bonne journée. Dans quelques instants, on accueillera Félix Pérez qui sera notre prochain auditeur pour cette émission. On vous donne la parole. Et nous continuons notre émission. On vous donne la parole sur Studio Kalita et nous accueillons notre prochain auditeur qui est Félix. Félix, bonjour. Bonjour. Félix Bonjour. Pérez de Jérusalem. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Hanouka Samer. Heureux de vous retrouver. Vous allez nous parler plus exactement. Alors, Hanouka vient de se terminer et bientôt, ce sont les fêtes chrétiennes qui vont commencer, Noël, jour de l'an, etc. Et on va faire un rapprochement. Vous allez en tout cas faire un rapprochement entre ces fêtes et les fêtes juives. Oui, l'origine juive des fêtes chrétiennes, effectivement. Alors d'abord, il y a 250 000 chrétiens en Israël, et puis les Français d'Israël ont vécu en France en milieu chrétien, donc sont sensibilisés à la question et devraient être intéressés à connaître les origines juives de ces fêtes qui sont très prégnantes. Alors, par exemple, l'Épiphanie, qui est une fête qui est fêtée le 6 janvier par les chrétiens, et ce n'est pas un hasard. La galette des rois, pour être... Ah non, la galette des rois, c'est bien plus tard. Alors l'Épiphanie, c'est le 6 janvier, et c'est accompagné de la scène de la crèche. Vous savez que le débat, est-ce qu'on peut mettre des crèches ou pas à droite, à gauche? Alors c'est avec le petit enfant Jésus, sous l'arbre, qui se repose, etc. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça dans la philosophie chrétienne? C'est Jésus qui se repose de la circoncision, parce que Jésus est juif, donc il a été circoncis. Alors, comme il est né le 25 décembre, il a été circoncis une semaine après, donc le 1er janvier. Et le 6 janvier, c'est 5 jours après sa Brit Mila, donc il se repose, il est en convalescence. D'accord. Ah voilà, donc c'est Jésus convalescent. Voilà. Et évidemment, Abraham aussi est convalescent de sa Brit Mila. Et qui vient voir Abraham? Eh bien, il est visité dans sa convalescence par 3 Mélachim, par 3 anges, 3 Malachim, 3 anges. Alors, les 3 anges qui viennent voir Abraham, c'est 3 Malachim. Donc, qui vient voir Jésus? 3 Mélachim, 3 rois mages. Ah, les donc, rois mages, Jésus reçoit la visite de 3 rois mages. Comme par hasard, 3 rois mages viennent voir Jésus, exactement comme les 3 anges sont venus voir Abraham, les 3 Mélachim contre les 3 Malachim. Ce n'est pas un hasard. Alors ça, c'est l'Épiphanie. Voilà. Alors l'Épiphanie, c'est effectivement à ces dates-là, pendant le repos de Jésus, qui nous rappelle le repos d'Abraham, qui rappelle aux chrétiens le repos d'Abraham, qui est une reprise en fait, transposition reprise. Et le 1er janvier, sur les calendriers chrétiens, jusqu'en 1970, j'ai des calendriers chrétiens que je peux vous envoyer, jusqu'en 70, au 1er janvier, il y a écrit circoncision. Ah oui. Parce qu'effectivement, oui. C'est le jour de la circoncision, c'est vrai en fait. Voilà. Et donc c'était écrit circoncision. Après, les chrétiens ont voulu prendre un peu de distance. Ils ont mis une fête de Marie à cet endroit-là pour prendre un peu de distance. Dans certains calendriers, il n'y avait pas écrit circoncision, il y avait écrit nomination. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Brit Mila juive? Qu'est-ce qu'on fait? Une nomination. C'est là qu'on nomme l'enfant. On le nomme le jour de la Brit Mila. Et ben, dans les calendriers chrétiens, il y avait aussi écrit nomination, comme chez les juifs. Donc vous voyez qu'il y a une dimension juive très forte à tout ça. Alors, dans le livre que j'ai écrit, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment. Alors, je voudrais citer quelques exemples comme ça pour vos auditeurs qui peuvent être intéressants. Si vous le voulez, je peux vous citer un exemple qui va arriver très bientôt. C'est la Chandeleur. Vous savez, la Chandeleur, on fait des crêpes. Oui, mois de février, je pense, non? Voilà, le 2 février, absolument. Alors, le 2 février, qu'est-ce que c'est par rapport au 25 décembre, à la date de la naissance de Jésus?
c'est combien de jours après? C'est 40 jours après le 25 décembre. Alors pourquoi 40 jours après? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des chandelles? La chandeleur, c'est des chandelles en fait au départ. Qu'est-ce qu'on allume? Qu'est-ce qui se passe 40 jours après? Qu'est-ce qui se passe 40 jours après la naissance de Jésus? Marie, sa mère, 40 jours après, elle a été au temple pour se faire purifier. Parce que c'est les Juifs, les femmes se font purifier 40 jours après les mères. Dans Vaïkra 12, chapitre 12, verset 6, il y a la prescription, et puis c'est dans la halakha même de la purification des femmes après 40 jours. Donc 40 jours après, c'est la chandeleur, sans que ça a été un peu oublié des chrétiens, mais ça commémore la purification de Marie. Mais dans les tableaux chrétiens, on trouve purification de Marie. Il y a beaucoup de tableaux très connus, de maîtres, pas forcément chrétiens, mais de maîtres très connus quand vous allez au Louvre ou ailleurs, purification de Marie. Et il y en a d'autres, vous avez présentation de l'enfant au temple. D'accord. Alors c'est quoi la présentation de l'enfant au temple? Alors si vous prenez certains évangiles, vous avez le rachat des premiers-nés. Et effectivement, la présentation de l'enfant au temple, c'est pour le père qui rachète l'enfant. Mais c'est 30 jours après, normalement. Voilà, alors bonne remarque, le Pidyon Aben, c'est 30 jours après. Sauf qu'à l'époque, on ne faisait pas des va-et-vient comme ça en plein hiver. En plus, on est en plein hiver. Ils habitaient à Bethléem ou par là-bas, donc la mère n'allait pas faire des va-et-vient. Donc un Pidyon Aben, on a le droit de le reporter à l'Arriquement. J'ai vérifié avec le Rav Steinsaltz avant d'écrire mon livre, on peut reporter un Pidyon Aben. C'est pas une date comme la Brit Mila qu'on doit faire absolument. Alors si on peut, il faut mieux la faire à la date, mais c'est une date qu'on peut reporter. Donc a priori, Marie a pu faire avec son mari, ils ont pu faire le Pidyon Aben et la purification en même temps au Beth Amikdash de l'époque, 40 pour jours éviter après. de faire 2 trajets 40 jours après. Et alors vous avez des tableaux qui confondent les deux, vous avez des tableaux qui mettent purification de Marie, d'autres tableaux qui mettent présentation de l'enfant au temple, et il y a un bilboul, une confusion complète, parce que les gens, évidemment, les peintres d'abord ne connaissent pas bien la théologie, et même les chrétiens ont perdu pas mal leurs racines, ce qui fait que mon livre s'est beaucoup vendu en milieu chrétien, parce que ça les intéresse beaucoup de retrouver justement les explications de leurs racines. Et vous avez une explication pour les crêpes qu'on fait à la Chandeleur? On a amené des galettes et de la farine de matzah trempée, etc. au temple également. Donc il y avait cette dimension-là. Alors il a pu rester. Mais bien sûr, ensuite, ces coutumes ne sont pas purement juives. Elles s'imprègnent par exemple, le sapin, etc. Elles s'imprègnent d'autres dimensions, forcément. Elles ne restent pas à 100% juives. Alors le dernier exemple, si on a encore une minute ou deux. Encore un dernier exemple, oui, Félix. Voilà, c'est le tableau bien connu de la scène CENE, avec Jésus et ses disciples, et ça se passe tout ça à Pâques, selon les évangiles. Et Pâques, c'est Pessah. Alors on peut voir dans les évangiles beaucoup de signes de tout ça. Alors, dans les évangiles, on commence à ce repas pascal à bénir le vin et à bénir le pain. Alors effectivement, dans le repas du Seder, on a le kiddush et la bracha sur la matzah. Oui, tout à fait. Alors ensuite, dans les évangiles, on trempe la main dans le plat. Alors, tremper la main dans le plat, ça nous évoque le trempage des herbes amères. Après, dans les évangiles, il y a le repas. Nous aussi, on a le repas. Après, ils bénissent le vin, c'est la 3e coupe du Seder. Après, il y a des cantiques. Et les cantiques après le repas. C'est le Hallel. Voilà. Donc, et après, dans certains évangiles, il y a une dernière consommation de pain à la fin du repas, très étrange. La ficomane. Voilà, que les chrétiens, que les chrétiens ne comprennent pas, et c'est la ficomane. Alors sur les dates, c'est intéressant. La date chrétienne, ils ont voulu se différencier de la date juive, donc ils n'ont pas un calendrier comme le nôtre. C'est le dimanche après la pleine lune de l'équinoxe du printemps. Donc ça peut tomber, si on regarde bien, donc j'ai fait l'analyse, entre le 22 mars et le 25 avril, la Pâque chrétienne. Et c'est toujours un dimanche, par contre. Alors que la Pâque juive tombe n'importe quel jour. Alors il y a des jours pas possibles de la semaine, mais il n'y a pas de date fixe hebdomadaire. Par contre, donc on a la plage chrétienne 22 mars, 25 avril, et la plage juive, très intéressant, 26 mars, 25 avril. C'est très voisin. Donc on a des plages très, très voisines dans les deux cas. Voilà, donc quelques... Alors évidemment, il y a intéressant, Félix. La naissance de Marie, la date de la naissance de Marie, qui a des origines absolument juives, et puis énormément de choses. Voilà. Très bien, Félix, merci beaucoup pour ces éclaircissements concernant les fêtes juives et les fêtes chrétiennes. On en a appris beaucoup de choses. Je vous en prie. Au revoir, bonne fête et bravo à votre émission. Bonne journée, merci beaucoup Félix, à très bientôt. 050 430 80 20, c'est le numéro de téléphone.
de notre boîte vocale. Si vous aussi vous voulez participer à cette émission, on vous donne la parole. Dans un instant, on continue avec notre dernier invité, notre dernier auditeur de cette matinée. Et nous continuons donc sur Studio Qualita avec On vous donne la parole. Pour participer, je vous rappelle un seul numéro de téléphone, le 050 430 80 20, notre numéro de la boîte vocale. Et vous nous laissez votre nom, vos coordonnées et nous vous rappelons pour participer On vous donne la parole. C'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Et notre prochain auditeur est Lionel Amar. Bonjour Lionel. Bonjour Olivier. Alors Lionel, on va se tutoyer parce qu'on se tutoie dans la vie, on se connaît depuis plus de 30 ans, donc on ne va pas se vous voyer à l'antenne. Lionel, tu habites à Efrat, tu es en Israël déjà depuis plus de 30 ans. Exact. Et tu veux nous parler de ce qui se passe un peu en Judée-Samarie, plus exactement de la construction ou de la non-construction en Judée-Samarie, puisque tu habites Efrat et donc c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Exactement. D'abord, c'est important de comprendre qu'il y a une crise dans le sujet du bâtiment en Israël et que les prix sont très élevés et qu'une des solutions pour que les prix baissent, c'est d'augmenter l'offre des appartements. Et la région du centre est déjà très dense en appartements et les prix là-bas sont très chers pour les terrains. Et en fait, une des solutions les plus simples, ce serait de construire des centaines de milliers d'appartements en Judée-Samarie, qui a encore de larges réserves de terrain. Mais cela pose un problème politique. Et voilà. Malheureusement, depuis plus de 20 ans, en fait, il y a des graves limitations sur les quantités d'appartements à construire, soit par les gouvernements de gauche qui se limitent eux-mêmes, soit par les gouvernements de droite qui sont limités par des exigences américaines. Et en fait, on arrive à une solution absurde, c'est que quand il arrive des malheurs comme des attentats et qu'il y a des morts, alors on libère 100 ou 200 appartements à construire. Alors toi, tu habites à Efrat, donc à côté de Jérusalem, dans le Gush Etzion. Est-ce qu'il y a eu des changements ces dernières années, justement, dans la construction? Est-ce que tu as vu des nouvelles constructions ou c'est toujours freiné, en fait, par le gouvernement? Alors à Efrat, on a eu beaucoup de chance, puisque le Gush Etzion, qui est la région dans laquelle se trouve Efrat, est appelée une région de consensus national. Ça veut dire que tous les gouvernements, même de gauche, dans un cas d'accord qui comprendrait un retrait de certains territoires, garderaient le Gush Etzion. Donc on a plus la faveur du gouvernement. Et ces dernières années, on a réussi à construire quelque chose comme 800 à 1000 appartements. Et dans la colline du Zaït, là où j'habite, et dans deux nouvelles collines, qui est la colline du Dagan et la colline du Tamar. Et tout le monde est invité à venir voir les constructions à Efrat ces dernières années. Ce qui reste encore très, très peu, puisque tu parles d'à peu près 1 millier de nouveaux appartements, lorsque la demande est beaucoup plus élevée. Et cela ne prend pas en compte non plus le fait que la population intérieure des territoires augmente du fait qu'il y a des enfants qui naissent et ces enfants se marient et ils ont aussi besoin de trouver un appartement et très souvent ils veulent rester près de leur famille. Donc ils n'ont pas véritablement de solution pour ces familles-là, pour ces nouvelles familles. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à Efrat, on a eu vraiment ce problème-là pendant des années où ça a été gelé. Donc, les quelques dernières années, ça s'est dégelé. Et regardez quel miracle. 1000 appartements en moins de 2 ans ont tout de suite été vendus et achetés, la plupart par des jeunes couples qui cherchent à vivre dans les territoires et dans des régions religieuses nationales. Et le prix des appartements reste abordable tout de même encore? Une partie des appartements était au prix, je ne sais pas comment on dit en français, Mechir la Mishtaken.
non plus. Et qui étaient des prix subventionnés par l'État. Et le reste au marché libre sont assez importants et difficiles pour des jeunes couples. Mais les gens ils trouvent toujours des solutions, je ne sais pas comment, et arrivent à acheter ces appartements entre 1 million à 2 millions de shekels. Est-ce que tu penses que la décision, en tout cas l'annonce par Donald Trump, justement, de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, va favoriser la construction dans certains quartiers peut-être de Jérusalem? Ça, c'est sûr, on a entendu déjà qu'il va y avoir de nouvelles constructions dans certains quartiers de Jérusalem. Est-ce qu'aussi peut-être dans d'autres villes, dans les territoires, en Judée-Samarie? Eh ben, on est plein d'espoir que ces déclarations verront des actions qui suivront et qui pourront un peu libérer les restrictions qu'on a aujourd'hui. Et on est très content de déclarations de M. Trump, le président, mais on aimerait vraiment que les actions suivent. Alors, un autre sujet dans lequel tu es très impliqué et qui est aussi lié à justement à ces constructions et le fait qu'il faut donner la possibilité aux nouveaux immigrants, aux Olim Khadashim, la possibilité de trouver aussi où habiter et de leur donner un appartement. Est-ce qu'il y a justement beaucoup de nouveaux immigrants qui arrivent dans des villes comme Efrat? Alors, Efrat est une ville de Aliyah, malheureusement pas spécialement francophone. Il y a plus de 40% d'Efrat qui est anglophone. Et chaque année, il y a des immigrants des pays anglophones qui arrivent à Efrat. À Efrat, on a une 50aine de familles francophones. On a eu une Aliyah il y a 2 ans de 3 nouvelles familles francophones. L'année dernière, encore une famille s'est rajoutée. Mais c'est pas un endroit prisé par les familles francophones. J'imagine que c'est surtout par ignorance, ou peut-être que les prix sont un peu élevés, puisque c'est un peu une banlieue bourgeoise de Jérusalem avec des prix élevés et pas moins chers. Les gens qui ont peut-être les moyens préfèrent aller sur Tel Aviv et le centre, et ceux qui n'ont pas, alors ils vont dans des endroits moins chers. Mais au niveau de la qualité de vie, ce serait tout à fait un endroit qui serait positif pour les francophones. C'est ma question. D'une façon générale, tu encouragerais des gens qui viennent de France à venir habiter à Efrat ou dans d'autres villes dans les territoires, en sachant que peut-être justement qu'il y aurait peut-être un fossé, je dirais, culturel entre la vie qui était en France, ou si on habitait dans des grandes villes en particulier, et la vie dans les territoires, qui est quand même une vie un peu plus calme, on va dire. Oui. Je pense que c'est vrai que c'est pas facile au niveau culturel, mais je pense qu'une partie des Olim, même si c'est pas la grande majorité, une partie des Olim recherchent quand ils viennent en Israël une qualité de vie dont on a la chance de vivre quand on habite dans des endroits comme Efrat, qui paradoxalement, à ce qu'on peut croire, est un endroit où les enfants courent dans les jardins et dans les rues à partir de 5 ans tout seuls et en toute sécurité. Et quand on a vécu à Paris, dont on laisse jamais un enfant plus de 20 secondes tout seul parce qu'on sait jamais qu'il pourrait être enlevé ou tabassé, bien sûr. C'est évident que c'est une joie énorme. Et je pense que les familles jeunes qui ont des jeunes enfants et qui décident de manière consciemment que le plus important pour eux, c'est l'éducation de leurs enfants, seraient intéressés et en fait heureux de vivre dans un endroit comme Efrat, surtout qu'on a une infrastructure qui peut aider avec des familles d'accueil et des aides en fait vraiment importantes pour tous ces immigrants. Très bien, Lionel. Merci beaucoup pour toutes ces explications et nous avoir fait aussi découvrir par cette intervention cette ville d'Efrat qu'on invite d'ailleurs nos auditeurs à aller visiter au plus vite. Merci Olivier, bonne journée. Merci, Kol Tov, Toda Rabba.
Voilà, nous avons terminé avec cette émission. On vous donne la parole. Nous nous retrouverons mercredi prochain pour une nouvelle émission. Mais d'ici là, vous avez tout le temps pour nous appeler, nous laisser un message sur notre boîte vocale, le 050 430 80 20. 050 430 80 20. Vous nous laissez un message et nous vous rappelons pour participer à On vous donne la parole. Et qui sait, peut-être ce sera vous qui seront à l'honneur la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci de votre attention. Bonne journée à tous. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.